je suis arrivé sur la plantation et j'ai rencontré les boss d'ici, un couple franco-belge. Bonjour. Salut, comment es-tu? Benjamin, bienvenue chez nous. enchanté. Bonjour, Nathalie, enchantée. C'est énorme. Ah. Et c'est beau. Ouais. Les maisons sont super belles. C'est extraordinaire. C'était comme ça quand vous êtes arrivé? Ah, pas du tout, il n'y avait rien. On a tout créé, il n'y avait pas de route. Et c'est la première fois que cette zone est exploitée en agriculture. Combien d'hectares vous avez mis pour le poivre? La propriété fait à peu près 50 hectares. Ah oui. Et on a planté en quelques années 20 hectares. Il y a 20 hectares de poivre pour l'instant installés. Comment vous êtes retrouvés tous les deux du coup dans cette histoire de poivre? Pour nous, ça correspond, je pense au départ, à une volonté de changer de vie en quelque sorte, d'avoir une nouvelle vie ou une seconde vie, hein, c'est ce qu'on dit actuellement. En fait, le but c'était de vivre en Asie et de découvrir l'Asie en réalité. Et en fait, on est arrivé là et on a vu le panorama, le cadre et on s'est dit, bah, ça y est, on a trouvé ce qu'on cherchait. C'est Ouais, là on a eu un qu'on s'installe. En fait, on a ouais, eu un coup de un foudre. vrai coup de Et foudre. pour l'endroit et au Cambodge pour les Cambodgiens en fait. Kampot est la région où traditionnellement le poivre se produit, et tout le poivre d'ailleurs qui était exporté durant le temps du protectorat français, donc fin 19e jusque, je crois que c'est les années 53, hein, donc Sihanouk, tout le poivre était quasiment exporté en France. En 1920, il s'est exporté jusque 8000 tonnes de poivre en France, et ce poivre bénéficiait d'une législation tout à fait avantageuse puisqu'il n'y avait pas de taxe à l'importation de ce poivre. D'accord. Enfin, le poivre de Kampot, il y a un lien historique, en quelque sorte, entre la France et la région de Kampot. Et le lien, c'est le poivre de Kampot. Je peux voir un petit peu les plantations, etc. Ben, on y va. Allez, Ouais. on va faire un petit tour. Pour diriger la production et les aider dans leur aventure, Nathalie et Guy ont fait appel à Monsieur Kik. Ce descendant de planteurs chinois qui ont introduit le poivre dans la région de Kampot dès le 19e siècle est reconnu comme l'un des meilleurs experts du pays. Je ne pouvais pas espérer meilleur guide. En France, la base de notre cuisine est axée sur le sel et le poivre, comme on peut retrouver en Asie avec la sauce soja et le wasabi, ou le sucre et la sauce poisson. Et du coup, cet élément qui est un peu un des piliers centraux de notre cuisine, on ne connaît pas tant sur ce sujet. Il me tarde de voir un petit peu du coup toute cette production et toutes les différentes manières de faire et de le traiter. C'est bon, j'ai l'expert. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la plante de poivre, comment ça se passe pour qu'elle arrive à maturité et à quel moment on va commencer à récolter le poivre? Parce que je vois qu'il y a des couleurs différentes déjà dessus. Il y a plusieurs étapes à respecter pour le poivre. La principale chose à attendre pour la plante, c'est qu'elle fleurisse pour pouvoir donner de petites graines comme celle-ci. C'est ce fruit que tu cueilles et qui va évoluer au fil du temps pour changer de couleur au cours de la saison. Quand tu regardes les tout petits grains, tu remarques qu'ils sont très clairs, presque blancs. Ça me montre qu'ils sont encore trop jeunes pour être récoltés. Plus le poivre reste sur la plante, plus il va prendre le soleil et mûrir. À terme, il devient rouge, voire carrément noir. Combien de temps ça prend pour arriver avec un arbre à maturité? Ici, nous avons dû attendre entre 2 et 3 ans pour que les semis que nous avons plantés deviennent des plantes comme celle-ci, hautes de 2 mètres. Il y a surtout un très gros travail de la terre. Pour bien la préparer, il faut creuser un trou de 50 cm de profondeur. Après ça, il faut tout nettoyer, on lisse la terre, puis on ramasse les pierres, les bouts de bois et les racines qui restent. On brûle de tout et c'est ce qui nous sert de base pour planter le poivre. C'est sur les 2 premières années que la plante va le plus pousser pour aller chercher du soleil. Pour la protéger, on pose ensuite des chapeaux avec des feuilles de palmier. Alors souvent dans la cuisine au Cambodge, on retrouve le poivre vert comme ça, vraiment,
en grappes. C'est assez joli. Ça fait penser un peu à des grappes de raisin. Tiens, ici c'est mûr. Ça, c'est déjà mûr. Oui, on doit le récolter. Sur la grappe, on va faire le tri à la main entre les grains rouges et les autres. Vous les sortez une à une comme ça? Oui, et il faut du temps pour apprendre à les différencier. À reconnaître les poivres en fonction de leur couleur, verte plus ou moins foncée, comme je le disais. Il faut avoir l'œil pour les récolter au bon moment. Est-ce que tu vois la différence? Pour moi, l'un est presque noir, l'autre encore trop jeune. Tiens, La cône. Après la récolte, le travail de tri se fait quasi intégralement à la main. Grain par grain, le poivre rouge, déjà arrivé à maturité, est séparé du poivre vert qui sera lui égrené et tamisé. Quant au poivre blanc, c'est le même grain, mais sans sa peau. Quelle que soit sa couleur, il s'agit donc d'un seul produit sélectionné à différents degrés de maturité. Le poivre est ensuite lavé et mis au soleil pour 2-3 jours de séchage. C'est à cette étape que le poivre vert frais mûrit pour devenir noir. C'est beau, hein? Donc la peau a séché, il commence à prendre sa forme définitive. Mais celui-là, il a quoi? Un jour de séchage, je crois. Oui, celui-là, c'est celui d'hier. C'est celui qu'on a récolté hier. Hein, donc, C'est extraordinaire, on a l'impression d'avoir de la vanille presque. Donc là, il est encore C'est bizarre souple. d'avoir ces C'est odeurs essence. au nez, c'est génial. Ouais. Non, le sang, il est souple encore, il n'est pas assez sec. Mais il est bon, il est... C'est superbe. Hein. Le nez est essentiel. Essentiel. Pour un poivre organique. Après, ça bastonne. C'est bon, on y arrive à ce poivre. Hein. C'est un des 2 seuls poivres au monde à bénéficier d'une IGP. Donc il y a le poivre de Campote et il y a le poivre du Penja, donc au Cameroun. C'est vraiment 2 poivres au monde qui ont cette IGP. Ouais. Donc qui est lié en fait à ce territoire et à ce goût. Tu l'as vu, cette odeur en fait qui est très particulière. Quand on sent un poivre de Campote, on sait qu'il vient de Campote en fait. Vous parlez du coup de votre intérêt du bio et à quel point c'était naturel pour vous de partir en bio. Quelle contrainte ça a été de faire l'exploitation en bio? On était naturellement, traditionnellement avec Monsieur Kip dans un bio, je dirais, de facto. Bio traditionnel. Traditionnel, puisqu'on n'utilise que des produits naturels. On avait des bonnes pratiques, mais il a fallu aller au-delà avec les recommandations et les standards européens et américains du bio pour faire effectivement aussi toute cette traçabilité, l'organisation, la mise en place de l'hygiène, le packaging, puisque toutes les étapes en fait sont certifiées bio chez nous. Si on le fait, c'est parce qu'on y croit, tout simplement. Mais c'est certainement pas motivé par des questions de prix de vente ou des questions économiques. Hein. C'est vraiment parce qu'on pense faire un meilleur produit, parce qu'il est bio. Et du coup, ça a dû faire du changement un peu dans la région. 250 personnes qui arrivent pendant la période de la récolte. Ça donne du travail à ces gens, à des tas de gens qui n'en ont pas malheureusement, parce que c'est une zone qui est quand même encore pauvre. Et on a la chance de pouvoir faire travailler 250 personnes, mais qu'il y a à peu près 1000 personnes dans la région qui, quelque part, vont vivre de ce travail. Ouais, ouais. Hein, parce que, la coutume ici, la tradition, c'est qu'une personne qui travaille fait vivre une famille. On n'était pas du tout conscient au départ du rôle social de l'entreprise. La vie des gens dépend de ce travail. C'est formidable. On va goûter ce poivre ou pas alors? Oui, demain, rendez-vous au marché de Kep, produit emblématique de Kep, le crabe bleu de Kep. Et demain, on le fait cuire. On va le faire sauter au poivre vert. Super local. Bon, On va se magnifique. régaler. Demain, À alors, demain. demain matin. Au revoir. Ciao. Demain. Merci. Merci. Sur les conseils de Nathalie,
je profite de la fin de journée pour aller découvrir une autre perle de la région, les marais salants de Kep. Ils sont tout petits, c'est des petits crabes bleus. C'est vrai qu'ici ils aiment bien manger en fait le crabe juste coupé, mélangé avec une sauce un peu, sorte de sauce poisson et vinaigre, et juste les croquer un peu comme ça. Salut! Salut, comment vas-tu? Ça va Guy? Ben voilà, on y est. C'est joli ici. Ce beau marché au crabe de Kep, là on commence nos emplettes et... C'est typique, c'est local. Ah, 100%. Hein. C'est essentiellement une clientèle locale, quelques expatriés, mais c'est essentiellement local, oui. Vraiment, les Cambodgiens viennent s'acheter leur merveilleux crabe de Kep. Ben voilà Il y a un casier qui un arrive. de casier, ouais. Mais les crabes, ils les pêchent ici ou ils gardent juste les crabes en villa? En fait, ils passent la nuit en mer D'accord. et ils posent leur casier, ils relèvent le matin et là, ça arrive. Tout est frais. Ils sont pas très gros, mais ils sont absolument Je délicieux. sais pas, c'est dur? Il faut que ce soit bien dur, sinon ils sont... Ouais, il faut vraiment les choisir un à un. Elle est bretonne, hein. Elle sait de quoi elle parle. Hein. Oh, celui-là, il est joli. Ouais, celui-là est beau. Hein. Il est nerveux. Hein. Ah, celui-là, il est beau. Il est nerveux. Un bisou. Il est nerveux. Ah, ils ont la patate. Ah, ils sont beaux, ils sont beaux. Hein. Ah, non. Le marché de Kep vaut lui aussi le détour, avec ses stands qui sentent bon les épices et ses cuisines où on grille de délicieuses brochettes de poisson. Mais impossible de repartir de là sans goûter le fameux durian, fruit phare de l'Asie du Sud-Est, à l'odeur douteuse. En fait, il faut les sentir. Et en fonction de ce que ça dégage comme odeur. Mais T'aimes les ça? Européens ont beaucoup d'a priori par rapport à ce fruit, mais ça sent nettement meilleur que le camembert. Oh là 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 là, on se calme là, attention là, parle pas du camembert comme ça. Hein. Nettement meilleur, nettement meilleur. Parce que c'est pas français, c'est normal. C'est Plus normal. délicat, nettement plus raffiné. Schnein. Schnang. Bareng, bareng. Ah non, c'est pas bon. Comme Tchéa. Schnein, là. Pour la recette, Nathalie me laisse entre les mains de Kim Si, la chef cuisinière de la plantation. Après avoir coupé le crabe en deux, c'est dans le wok géant, chauffé au bois, qu'elle les fait sauter avec des grappes de poivre vert frais. Ce plat est un emblème de la gastronomie cambodgienne, qu'on ne trouve que dans cette partie du pays. On attaque, j'ai l'odeur du crabe dans le nez, excuse-moi, hein, et du poivre vert. Le poivre, il a pris le goût du crabe, c'est super bon. C'est super frais. Hein. Celui-là, il était dans l'eau il n'y a pas longtemps. Ouais. On l'a vu sortir de l'eau. Mais il est célébrissime, hein, le crabe de Kep. Hein. C'est vraiment au-delà même des frontières du pays, je pense. On évite ça sous charme quand même, hein, du Cambodge, hein, je comprends. L'endroit, les gens, c'est vraiment super. joli. Bravo en tout cas pour tout ce que vous avez mis en route, tout ce que vous avez mis en place. Dans le pays du sourire. Ouais. Le pays du sourire. Vous êtes content d'avoir mis tout ça en place après 4 ans d'activité ici, 4 ans de dur labeur. Hein. Je pense que c'est un projet qu'on a fait en 4 ans au Cambodge, mais qui nous aurait pris beaucoup plus de temps en Europe. Et on est très fiers de notre équipe et de nos Cambodgiens qui ont réussi à nous accompagner dans cette folie
qui au départ semblait à tous nos amis, à notre famille être une folie. Mais finalement, c'était maintenant... une utopie, mais c'était pas une utopie. On laisse les utopies aux rêveurs. Bon bah c'est ici qu'on termine notre exploration au Cambodge. Venir au Cambodge et espérer quelque chose, c'était pas possible. Il faut vraiment arriver ici et voyager, rencontrer les gens, aller un peu dans tous les différents coins. Et en passant du temps avec eux, on peut être qu'admiratif par ce qui se met en place, par les Cambodgiens, par le pays, par ce qui s'y passe et par les gens aussi qui arrivent. Et se retrouver dans les villages dans lesquels on s'est retrouvés, bah, ça fait quelque chose. On n'attend rien, on regarde juste un peu ce qui se passe et on se laisse un peu amener par ce sourire qu'ils ont, par cette manière d'accueillir. Et en fait, on se fait embarquer par le Cambodge. Je vous dis à une prochaine pour un nouveau voyage et de nouvelles rencontres. Ciao!